Bon après-midi à tous. Good afternoon. Please. Thank you so much. We have wonderful speakers for this afternoon, so we are already a bit late. So we will start right away with this fantastic session. Good afternoon. À vous, Darius. Mettre votre oreillette parce que le son arrive essentiellement par l'oreillette, donc merci de l'utiliser même si ça n'est pas pour l'interprétation. Nous allons entendre nos trois intervenants. Je vous propose de commencer tout de suite par Pascal Saint-Amand, qui est directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui va vous faire une présentation qui ouvre un peu la discussion de cet après-midi. Je vous en prie. Je pense pas. Non ? Eh bien, bonjour, bon après-midi à toutes et tous. Je vais commencer en français, je finirai peut-être en anglais, on va voir, mais puisqu'on est à Genève dans une organisation internationale multilingue, on va utiliser le français. Et je suis ravi de voir que, à la différence des réunions habituelles dans cette enceinte auquel j'ai assisté en tant que délégué français il y a déjà longtemps, certains d'entre vous n'étaient pas nés, à la différence des réunions habituelles, on a un public jeune que je salue, et pas seulement de old tax lawyers, a bit crunchy comme moi et comme d'autres dans la salle. Donc je vais essayer de m'adresser en priorité aux jeunes. Les autres, après tout, savent à peu près tout de ce qui se passe et je n'ai pas de nouvelles terrifiantes à leur annoncer. Terrifiantes parce que certains étaient un peu inquiets, m'ont demandé si j'allais lâcher une bombe au cours de ma présentation, mais je n'en ai pas l'intention. Alors, merci à Brigitte et à la COP de m'avoir invité à participer à cette réunion, et bravo pour tout le travail fait au cours des dernières années et encore aujourd'hui, et ravi donc de pouvoir partager avec vous un peu où on en est sur l'agenda fiscal international. Je crois que ça intervient, ma présentation, après une discussion sur les questions de transparence ce matin et sur des questions de compétition fiscale et aussi de point de vue des entrepreneurs plus tard cet après-midi. Alors, que dire sur la fiscalité internationale et peut-être de manière à ce que tout le monde puisse suivre le débat, y compris les jeunes qui nous ont rejoints, d'où parlais-je ? Quel est mon point de vue ? Donc, je suis le directeur fiscal de l'OCDE. L'OCDE, qui est une organisation internationale comme les Nations Unies, qui n'est pas universelle, à la différence des Nations Unies, puisque notre membership est limité à aujourd'hui 35 pays, qui sont essentiellement les pays développés, même si en réalité le paysage de l'OCDE a changé au cours des 10 dernières années, avec de plus en plus de pays émergents qui ont rejoint l'OCDE et qui sont en train de la rejoindre. On a par exemple le Chili, le Mexique, la Corée du Sud qui nous ont rejoints au cours des dernières années, et on a 6 pays qui sont candidats pour rejoindre l'OCDE. Je crois que c'est intéressant de les mentionner. En Europe, il y a la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, mais en Amérique latine, on a 3 grands pays candidats, le Pérou, l'Argentine et le Brésil. Même si les discussions d'accession n'ont pas encore commencé, ça donne une idée du fait que l'OCDE est en train de changer assez radicalement dans son approche. Qu'est-ce que fait l'OCDE en matière de fiscalité internationale ? En réalité, l'OCDE, depuis une 50aine d'années, fait beaucoup. L'ONU fait beaucoup aussi. L'ONU a un comité d'experts qui rapporte à l'ECOSOC, au Conseil économique et social des Nations Unies, et l'ONU entretient, à travers ses délégués, il y a 25 pays membres du comité d'experts des Nations Unies, l'ONU entretient un modèle de convention fiscale qui est concurrent, et la concurrence est tout à fait souhaitable et saine, qui est concurrent du modèle de l'OCDE. Le modèle de l'OCDE est fait pour les négociations entre pays développés, le modèle des Nations Unies est fait pour les pays en voie de développement lorsqu'ils négocient avec un pays développé. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, et pardon pour les autres, mais un modèle de convention fiscale, c'est quoi ? Eh bien, c'est un modèle d'accord international, convention bilatérale, qui a pour objet d'éliminer les doubles impositions. Car la fiscalité internationale est faite pour que les souverainetés nationales, fiscales,
la fiscalité étant au cœur de la souveraineté, le consentement à l'impôt étant au cœur de la démocratie et au cœur de la construction des États modernes, eh bien, les souverainetés fiscales sont closes. Il y a des pays qui ont chacun leur propre système fiscal. Sauf que ces pays doivent s'articuler dans un monde globalisé. Les affaires sont mondiales. Certains contribuables ont un point de vue mondial. Lorsque vous êtes un milliardaire ou un contribuable très international, vous n'êtes pas limité à un pays. Et donc il y a des risques de différentes natures. Le premier risque, qui a été identifié lorsque les grands pays ont mis en place de l'impôt sur le revenu à la fin du 19e siècle et essentiellement au cours de la Première Guerre mondiale, le premier risque, c'est que des investissements transnationaux soient taxés deux fois. Dans l'état de résidence de l'investisseur, mais dans l'état aussi où cet investisseur a investi. Parce que chaque pays va taxer ce qui se passe chez lui, et chaque pays va aussi taxer ses contribuables sur une base mondiale. Et donc le même investissement peut être taxé deux fois. Et la double imposition, ça réduit fortement le retour sur investissement, et donc ça réduit les investissements. Dans une économie normale, si vous avez un retour sur investissement trop faible, vous allez renoncer à l'investissement en fonction de votre coût du capital. Et donc les pays se sont tous mis d'accord pour éliminer les doubles impositions via ces conventions fiscales qui permettent de déterminer si les impôts vont être payés dans l'état de source, c'est-à-dire dans l'état d'investissement, ou dans l'état de résidence de l'investisseur. Il se trouve que, au cours des 20-30 dernières années, du fait de la globalisation, on est passé à un autre risque. Comme les États sont locaux dans leur logique, souverains, mais un peu clos, même s'ils coopèrent un peu par ces échanges de renseignements, par ces conventions fiscales, eh bien, le risque qui a émergé, c'est que les contribuables étant globaux, étant mondiaux, ils ont arbitré les souverainetés les unes contre les autres. Et ça s'est traduit par deux phénomènes. Un premier phénomène qui est de fraude et d'évasion fiscale. La fraude, c'est illégal, l'évasion, c'est légal. Mais les deux aboutissent à ce que les États perdent des revenus fiscaux. Et ces deux phénomènes ont été largement conduits par le fait que les contribuables avaient une vision globale et ont pu localiser leurs profits en toute légalité par des activités juridiques, des contrats, des changements de contrats. Ils ont pu localiser leurs bénéfices dans des pays qui ne taxaient pas ou peu. Et comme les États sont souverains, rien n'empêche un pays d'avoir zéro fiscalité directe et de reposer plutôt sur la TVA ou sur les droits de douane. Et donc vous avez tout un phénomène qui est intervenu de planification fiscale agressive des entreprises qui ont localisé de plus en plus de profits dans les pays sans fiscalité, privant les pays à fiscalité des revenus fiscaux qui auraient dû leur revenir. C'est ce qu'on a appelé à l'OCDE, et j'ai lancé ce projet il y a 5 ans maintenant, la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. En anglais, c'est BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Et on a compris que l'absence de règles internationales au-delà des conventions fiscales, mais aussi l'existence de ces conventions fiscales et des règles de prix de transfert qui allaient avec, facilitait dans un monde multilatéral l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. D'où un grand projet qu'on a lancé avec le soutien du G20, avec le soutien des Nations Unies, avec le soutien des différentes organisations internationales et de façon plus importante, avec le soutien des États, sans qui rien ne peut se faire. Il faut abandonner l'idée un peu fantasmatique qu'une sorte d'organisation internationale pourrait dicter aux États quoi faire. Ça serait contraire à la démocratie, ça serait contraire au consentement à l'impôt. Eh bien, avec le soutien des États, on a pu lancer ce projet de lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices, dont 15 mesures ont été produites à la fin de l'année 2015, en 2 ans. Et changer les règles de fiscalité internationale, qui va nécessiter l'accord par consensus. Tout le monde doit être d'accord, ou en tout cas personne ne doit être en désaccord. Normalement, ça prend des décennies. On a fait ça en 2 ans parce qu'on avait le soutien politique des chefs d'État et de gouvernement du G20. Et on a produit 15 mesures qui devraient permettre de mettre fin à cette planification fiscale agressive des entreprises. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, pour faire le point, et commencer à intéresser ceux qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine, c'est que l'application de BEPS est bien avancée. À la fois sur les standards minimums, les règles fondamentales que tous les pays doivent appliquer, comme le démantèlement des pratiques fiscales dommageables, des régimes qui ont été conçus par certains pays pour attirer des investissements, alors que, pas des investissements d'ailleurs, pour attirer des profits sans qu'il y ait forcément les investissements à la clé.
des régimes cantonnés ou des régimes qui sont considérés comme trop agressifs par les partenaires. Aujourd'hui, l'OCDE a publié ce matin un état des lieux sur l'examen par les pairs de l'application de ce standard de BEPS. Et on a examiné plus de 160 régimes. Vous trouverez les chiffres exacts, mais plus de 50 régimes, je crois, vont être ou sont en cours de démantèlement. C'est un exemple extrêmement concret. On est en Suisse aujourd'hui, même si l'ONU est extraterritoriale, et il y a de nombreux régimes suisses qui vont faire l'objet, dans l'année qui vient, d'amendements de manière à les mettre en conformité avec ces nouvelles règles de l'OCDE, appliquées par un examen par les pairs. Et vous voyez que les États sont clés dans l'application de tout ça. Ce n'est pas une organisation internationale sans forcément toute la légitimité qui va avec qu'il fait, ce sont l'ensemble des États qui se surveillent les uns les autres. L'abus des conventions fiscales, j'ai parlé des conventions fiscales, si vous voulez aller d'un pays A à un pays B, ben vous avez une convention fiscale entre A et B qui va voir comment les impôts sont répartis entre les deux, sauf que dans un monde multilatéral, un monde global, eh bien les investissements ils vont passer par un État C. Parce que la convention fiscale entre l'État C et l'État B d'investissement est telle qu'il n'y aura pas d'impôt dans l'État B, il n'y aura pas d'impôt dans l'État C, et il n'y en aura pas non plus dans l'État A. C'est de l'abus des conventions fiscales, du treaty shopping en anglais. Eh bien, cet abus des conventions fiscales est en train de prendre fin, car on a négocié une convention multilatérale signée par plus de 70 pays, de manière à corriger les conventions fiscales bilatérales. Enfin, dans d'autres domaines, comme la transparence, nous avons imposé le reporting pays par pays de manière à ce que les multinationales dévoilent dans les pays où elles opèrent où sont localisés leurs profits, où sont localisées leurs ventes, où sont localisés leurs personnels, où sont localisés leurs actifs et combien d'impôts sont payés et où. C'est le reporting pays par pays qui entre en vigueur maintenant sur les comptes 2016 remplis en 2017 et qui feront l'objet d'un échange de renseignements en 2018. Les règles de prix de transfert extrêmement complexes ont été amendées pour que les activités soient taxées là où elles prennent place, de manière à ce qu'on cesse d'organiser le divorce entre la localisation des profits et la localisation des activités. Et tout ceci prend place dans un environnement où les pays ont décidé de coopérer les uns avec les autres. Et c'était un autre grand volet de nos travaux qui est l'échange de renseignements. Les pays, pendant très longtemps, ont considéré qu'ils n'avaient pas à s'assister les uns les autres pour collecter les impôts. La Suisse était connue pour avoir un secret bancaire extrêmement strict. Ceci est fini. Le secret bancaire est mort. Les pays vont échanger, ils ont déjà commencé à échanger le 30 septembre dernier. 50 pays ont commencé à échanger automatiquement les renseignements bancaires de leurs citoyens lorsqu'ils ont un compte bancaire dans un autre État. 50 autres pays, 51 exactement, le feront à compter de septembre 2018, y compris la Suisse. Ce qui fait que plus personne ne peut aller se cacher dans un pays. Alors bien sûr, il reste des enjeux importants et je finirai avec ça. Les choses ne sont pas finies. Il faut continuer à appliquer. Il faut continuer à appliquer BEPS, d'une part. Et au-delà de BEPS, vous avez le sujet de la numérisation de l'économie. Comment taxer des entreprises qui déploient des activités dans un pays sans y être présentes physiquement? Vous reconnaissez les réseaux sociaux, vous reconnaissez les plateformes de sharing economy, vous reconnaissez les moteurs de recherche. Eh bien, ceci provoque de nouveaux défis. Comment appréhender cela lorsque les standards internationaux développés par la Société des Nations en 1928, c'est l'ancêtre des Nations Unies, prévoyaient que pour devenir taxable dans un État étranger, il fallait une présence physique. Est-ce que ce concept a encore du sens? Quelles sont les conséquences en matière d'allocation des profits? Où se crée la valeur? À l'endroit où se trouve l'algorithme, le moteur de recherche, ou à l'endroit où sont collectées les données? Qu'est-ce que la création de valeur? Et on a des questions devant nous fondamentales qui sont passionnantes, mais qui soulèvent des problèmes majeurs en termes d'allocation des droits d'imposer. J'étais à Washington la semaine dernière pour la réunion du G20 et il y a plutôt une bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des pays du G20 sont d'accord pour discuter de ces questions dans le cadre d'une task force de l'OCDE qui produira un rapport en avril 2018 et qui fera une consultation publique, car tout ce que nous faisons se fait via consultation publique, le 1er novembre prochain à San Francisco. Et on aura à examiner des solutions de long terme, mais peut-être aussi pour ceux qui voudraient prendre des mesures unilatérales qui ne sont jamais bonnes.
qui sont rarement intelligentes, mais qui parfois politiquement sont nécessaires en raison de la pression politique et l'émotion d'un certain nombre de gens face au fait que certains géants du numérique ne payent pas beaucoup d'impôts dans pas beaucoup d'endroits. Et donc, si des pays voudraient prendre des mesures unilatérales, comment les concevoir de manière à ce qu'elles ne fassent pas de dommages? Car le pire serait d'endommager le potentiel de croissance dû à l'économie numérique. Donc l'OCDE est ravie d'être la plateforme pour discuter de ces éléments-là dans les temps qui viennent. L'autre grand sujet qui est devant nous, c'est comment faire en sorte que nos standards d'échange de renseignements soient correctement appliqués. Et notamment la question du bénéficiaire effectif. Lorsque vous utilisez des structures un peu opaques comme les trusts, comment faire en sorte que cette information soit correctement collectée et correctement échangée de manière à ce que la fin du secret bancaire s'accompagne de la fin du secret fiduciaire. Au-delà de tout ça, et je conclus avec ça, nous avons l'impératif de promouvoir la sécurité juridique des contribuables. Il faut trouver un bon équilibre. Pendant trop longtemps, l'équilibre a été en défaveur des administrations fiscales, notamment des pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous devons s'assurer que l'équilibre est rétabli avec les contribuables. Les administrations fiscales sont mieux équipées pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il faut qu'elles fournissent un service de meilleure qualité aux contribuables de manière à sécuriser des investissements. Ce dont les pays en voie de développement ont le plus besoin aujourd'hui, c'est d'investissements. Et donc, pour assurer ces investissements, il faut assurer de la sécurité juridique, tout en assurant aussi que les pays en voie de développement récupèrent les impôts dont ils ont besoin pour leur développement. Car, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, et c'est une des priorités de l'ONU, mais aussi des autres organisations internationales, il faut mobiliser les ressources nationales, qui est la meilleure façon d'assurer le développement des États, la construction de la démocratie. Des gouvernements seront plus responsables s'ils dépensent l'argent collecté auprès de leur peuple que s'ils dépensent de l'aide, même s'ils ont aussi besoin de l'aide. Et donc, assurer la mobilisation des ressources domestiques est une priorité que l'OCDE accompagne. Mon dernier mot, c'est que vous avez vu que l'OCDE a 35 membres. En réalité, en fiscalité, nous en avons 146 pour l'échange de renseignements, qui sont membres d'un forum mondial qu'on a élaboré. Et pour l'application de BEPS, 102. Lorsqu'on a produit BEPS, le G20 nous a dit c'est formidable, mais les pays en voie de développement doivent en profiter. Et les paradis fiscaux doivent faire partie du jeu, de manière à ce qu'on règle vraiment les problèmes. Nous avons aujourd'hui une majorité de pays en voie de développement sur un pied d'égalité à l'OCDE et sur un pied d'égalité dans le Forum mondial pour s'assurer que l'échange de renseignements bénéficie aussi aux pays africains, car on sait que les flux illicites de capitaux sont massifs et que ces pays ont besoin de l'information pour pouvoir taxer dans leur pays. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci. Nous allons entendre Art Rolofsson, qui est conseiller de politique de taxation internationale des Pays-Bas. Je vous propose aussi de parler peut-être environ 10 minutes. Ensuite, on continuera la discussion comme ça. Merci. Ça marche? Oui. Bon, merci. Si vous me permettez, je vais changer en anglais. Et j'ai une petite présentation. So I'll switch to English and I'll do it as fast as possible. And maybe the question that was posed to us, and that is maybe I suppose Darius will come back on. You suggest we would have some discussion about digital economy later. That is a bit unrelated to tax competition, but I'll make some remarks about tax competition and the question about how important tax competition is for the policy-making process at the government. Stephanie and I are both representatives of our government, me of the Netherlands, Stephanie of Canada, and I think tax competition is important for governments. Could you switch to the next slide, because apparently this one doesn't work. So if you, speaking about the digital economy, if you use Google, the searching engine of Google, and you type in invest in and whatever country, you'll find agencies of all the governments attracting foreign investment into their country. In the Netherlands, we got the Netherlands Foreign Investment Agency, part of the Ministry of Economics. They present the Netherlands on a broad spectrum of issues,
And we have, at the tax administration, we have a special contact point that can inform potential foreign investors into the Netherlands on the tax issues. And I think every country in the world has such institutions where foreign investors can get information and certainty in advance on the tax issues. And the next one, please. And whether that works well, I think it's hard to say. I think the comparison is reasonable to make with how important good food is for a long life or how important exercise is for a good life. Nobody knows exactly what the relations is. We know there is a relation. We know it is important, but we also know that many other factors are more important. I think if foreign investors are considering investing into your country, the infrastructure, the grade of education, the social stability of the country are much more important than tax competition, but tax competition plays a role, and therefore we do that. Yeah, please. So why do it? I think three factors can be distinguished, and they refer to different relations in the government. First, in the relation between government and business, I think the tax plays an important role to get your country on the short list. If, let's say, non-European companies consider investing into Europe, they'll always have a short list of countries that they know that are attractive to invest. And usually we say it's UK, Ireland, Netherlands, Switzerland, countries with an open economy and a tax system that is adapted to that open economy that makes it attractive to invest because they have many instruments to avoid double taxation. So it's important to be on that short list. Once you're on the short list, either of the companies or of the tax advisors, then you can come up with the other factors of infrastructure, good education, etc. It's also important because you can't deny the issue is there between the believers on one side of the business-friendly politicians and on the other side of the, let's say, what was that? It was the equality defenders between business and equality. On both sides, you have the defenders that have the debate in Parliament and will have to give them the arguments pro and con of different fiscal measures. And the last question, obviously, we want to do good policy, and you need to have the answer on whether tax competition is important. And that comes back to the comparison with good food and exercise. We just don't know. We don't know how many companies would not come to our countries if we would take different measures. We don't know how many companies are really attracted by the fiscal measures. What we can say is two things about what would be the benefits of tax competition. Obviously, attracting business through fiscal measures increases the business, the employment, and the revenues. And bottom line, the net revenue could be positive if you attract more activity into your country, even if it would be at a lower tax rate. And there are also people who say it's important to increase efficiency in government. If you allow all countries to have their tax rate as high as they want, it'll lead to spending on useless projects. If you put the pressure on the governments through a lower tax rate, they'll increase efficiency. I think the most important for this audience would be to look at where does tax competition fail. So if you would please go to the next slide. I'll mention some points there. I think an important issue is that when we talk about tax competition, I'm afraid we're not talking about a real competition. First of all, most business are not considering investing either in one country or in another country. They're just interested to invest in as many countries as possible. I think there's only a small part of investments that goes either one way or the other way. So only for those businesses, competition on tax regimes is relevant. And the other thing is that you don't really give business a choice. It's not that you offer let's say, a cheap pair of shoes that will be wasted within 1 year, or that you invest in expensive shoes that will last for 10 years. You give if you lower the tax rate, if you compete on tax measures, it attracts free riders. The government will provide the infrastructure anyway, it will be paid anyway, and those who get the benefits of a lower tax rate are benefiting of it at the cost of the ones who still pay
the taxes, and that would usually be your local residence. The next thing is, and that's an important thing I think in relation to what Pascal has said, tax competition leads to tax avoidance. It's with international businesses, the approaches we take to attribute profits to the different countries in which a company is active are not very accurate. It's not a science, it's an art. There's a big gray area there which profits should be attributed to which country. And if we have tax competition, businesses will be attracted to attribute as much profit as they can to the low taxing jurisdictions, and that creates a loss for all the countries together. That's why the European Commission and OECD has done something about that harmful tax competition. Stephanie will come back on that. And then the last point I would like to make is if we think that tax competition is relevant and is important, do we really need a rate race? Do we really need to compete on the rates? And I think we don't. I think that countries and governments can agree on a minimum tax rate, and with that tax rate offer as good possibilities for business as they can, be as efficient as possible, and we don't need to have this race to the bottom that we are seeing at the moment. And with that said, could you take over, Stephanie? Thank you, Art. Now, unlike Art, who started, I think, the presentation with answering the question in the affirmative, when I looked at the question that I was asked to address, how important is tax competition in the policy-making process, I thought first, well, what's meant by tax competition? And so I took the advantage of reading through some of the academic literature, something that I don't get the occasion to do often enough in a busy working life. And I suppose, not to my surprise, but much is written on tax competition, and surprisingly, many don't even try to define it before actually writing about it. And many that do define it disagree on what is tax competition and how broad a scope should you give to tax competition. Although I think when you boil tax competition down to its basic, generally all of the authors agree that it involves an uncooperative setting of tax rates between and among sovereign countries. Some would say the setting of those rates in a strategic way. Some limit it to mobile tax bases only. And some say that a country is restrained in its choices by the tax setting behavior of other countries. I think tax competition, when generally understood, is the adoption of low tax rates in order to attract investments into a particular jurisdiction. So when I looked at this question, I took tax competition to mean, in a very broad sense, ensuring that a particular tax system is internationally competitive. And when you're looking at something internationally competitive, I think naturally rate and the tax base are both going to be relevant considerations. The second part of the question then is, what is tax policy and who does tax policy? And I think to do that, it may differ slightly in different countries, but looking from the perspective of my own country in Canada, Canada is a parliamentary democracy and has a federal system of government. Federal government and each of the 10 provincial and 3 territorial governments develop and enact tax legislation. So we have a situation where there's different levels of government imposing tax. The federal government imposes tax in respect of laws that apply across the country. The provinces and territories would only have taxes that apply within their own borders. At the federal level, it's the Department of Finance that's responsible for formulating federal tax policy. And it's a group that I've worked in, the tax policy branch, at different times for over 10 years.
It's an area that I find very fascinating. And it's not only the Department of Finance that participates in developing that tax policy. I think there's many different influences. Department of Finance consults regularly with stakeholders, taxpayers, tax advisors, with the Canada Revenue Agency. There's oftentimes been advisory boards and parliamentary committees that have been set up, which impact and help develop tax policy in Canada. In terms of a landmark for tax policy, I guess the last overall tax reform we had in Canada dates back now to 1972. While there has been obviously work in the interim and interesting studies, it has been some time since we've done a complete overhaul of the tax system. Why is tax policy important? Well, tax policy is important because it determines how a country is going to allocate the burden of its taxes. And it's those taxes that are necessary to support government expenditures and social programs in a country. The basic principles of tax policy that are followed in Canada, and I expect many countries around the world, are to have a system that's fair, that's equitable, that's neutral, and one that's simple enough that it can be applied and is able to be administered effectively. Other influences on the development of tax policy in Canada include gender impacts. There's a gender-based analysis in respect of all legislative proposals in Canada, environmental impacts, potential provincial territorial impacts, and economic and distributional impacts, and cost and revenue impacts. Now, in all of that, I didn't mention tax competition in terms of one of the basic principles. However, I don't think that that means that tax competition doesn't have any impact on tax policy. Quite to the contrary. Canada, being a relatively small trading nation, has pursued an open economy and has always been and had an openness to international trade and to investment. As a result, tax policies in Canada cannot be developed in isolation if they're to be effective. And Canada must be competitive internationally if we are going to attract investment and open up trading opportunities for multinationals in foreign countries. To give an example where I think tax competition has influenced Canadian tax policy, if I look in general over the past 25 to 30 years in respect of what has happened to the Canadian tax system, going back 25 to 30 years ago, the general corporate tax rate in Canada was approximately 50%. Today, because of a number of reasons, looking at a combined federal-provincial rate, we're now closer to 25%. What's one of the main factors that moved Canada in that direction? Well, I would say one of the turning points was U.S. tax policy, and in particular in the mid-1980s when the Reagan government came in and announced a significant decrease that they would be working towards in corporate tax policy in the U.S. As a result, Canada continued what I would say was probably something that they had already started on, but in those last 30 years, we've seen a general reduction of corporate tax rates. We've seen revised capital cost allowances to better reflect economic costs. There's largely been a phase-out of capital taxes in Canada. In 1992, we introduced a value-added tax, so a consumption tax called the GST in Canada. And we also have a broader personal income tax base with fewer brackets. So all that being said, I think the answer to the question that Art was able to answer much more quickly than I was is, I think, yes, tax competition has a very significant influence in the development of tax policy
in most countries, and as I've given the example, in Canada as well. However, acknowledging that there's a need to be internationally competitive doesn't mean an acceptance of harmful tax practices. And I think on that, I'll just very briefly touch on some of the work of the OECD in this area of what's called harmful tax competition. And the 4 key criteria that the OECD work and now the larger work of the inclusive framework looks at, and Pascal just mentioned the recent report today, the impressive number of regimes that have actually been reviewed by those countries, not by an international organization, not by someone else. It's all of these countries in the room participating and agreeing on changes that will be made to a number of regimes. So the 4 key factors that they've looked at are no or low effective tax rates. That's the gateway criterion to get in. And then 1 or more of the following: a ring fencing of regime, something where domestic taxpayers don't have access to, a lack of transparency, and a lack of effective exchange of information. And I think this work has been extremely important. It shows how important international cooperation is in this area, and I think it's a very positive development and something that can be beneficial for all. So in conclusion, in responding to the question, I think that tax competition, or as I more saw it, being internationally competitive in an increasingly globalized world, while not a fundamental principle of tax policy, certainly cannot be ignored in the policy-making process if you want your domestic policy to be effective. Stéphanie, merci. Pour d'ouvrir la discussion, j'aimerais vous entendre sur la concurrence entre les États. Nous sommes ici à l'ONU, donc nous sommes bien placés pour savoir que les États souvent ne disent pas toujours la vérité dans cette enceinte. Ça vous surprend, Pascal, vous êtes bien placé aussi. Les États ont si souvent dit qu'ils voulaient diminuer la concurrence fiscale alors qu'ils continuaient à la mener par d'autres moyens. Est-ce que vous avez le sentiment que ça change vraiment maintenant, qu'il y a une sorte de prise de conscience depuis quelques années? Et d'où vient-elle? Est-ce qu'il se passe quelque chose là qui fait que les États se mènent une guerre fiscale moins acharnée? Qu'est-ce qui a changé d'après vous? Oui, Pascal Saint-Amand. Merci. D'abord, la première remarque, c'est est-ce que les États mentent? Je ne suis pas sûr qu'ils mentent. Donc je ne serais pas forcément en accord avec ce que vous venez de dire. Et je ne suis pas sûr que les États ont dit qu'ils voulaient arrêter la compétition fiscale. Les États, au contraire, ont dit globalement que la compétition fiscale ne posait pas de problème lorsqu'elle n'était pas dommageable. Alors après, c'est un peu du jeu de mots. À partir de quand la compétition fiscale devient dommageable? Donc moi, je commencerai par une première question qui est: c'est quoi la compétition fiscale? Je pense qu'on doit pouvoir la définir sans trop de difficulté en disant la compétition fiscale, c'est réduire la charge fiscale pour ces entreprises et ou d'autres facteurs de production de manière à les attirer sur son territoire, à attirer davantage d'activités sur son territoire. Et le terme compétition, c'est le faire non pas en valeur absolue, mais par rapport aux camarades, par rapport aux autres pays. Et dans une économie ouverte, il est assez logique qu'il y ait eu ce phénomène de concurrence fiscale. D'ailleurs, en français, on dit plutôt concurrence fiscale, tax competition en anglais. Donc, il y a de la compétition, il y a de la concurrence fiscale, et on voit les limites de la concurrence fiscale. Les limites de la concurrence fiscale, c'est que vous privez globalement les États de revenus qu'ils auraient pu collecter s'il n'y avait pas eu ce jeu non coopératif. Alors, ce sur quoi il y a un accord, c'est que la concurrence fiscale dommageable doit être combattue. Quand est-ce qu'elle est dommageable? Lorsque elle permet d'attirer non plus des activités, mais des profits qui ne sont pas liés à des activités. C'est la philosophie de BEPS, en disant on va réaligner la localisation des profits avec la localisation des activités. En d'autres mots, vous ne pouvez pas profiter d'un régime à zéro fiscalité
si il n'y a pas d'activité sous-jacente. C'était aussi la logique dans les années 90 du projet de l'OCDE de lutte contre la compétition fiscale dommageable, qui consistait à dire, si vous avez un régime cantonné, ring-fenced, vous offrez un régime seulement pour les investisseurs étrangers. Ça veut dire que ce n'est pas soutenable. C'est-à-dire que vous piquez de la matière taxable aux autres pays et que vous n'en souffrez pas vous-même parce que vous taxez vos entreprises non mobiles à un taux différent. Donc ça a pris fin. La conséquence à la fois des travaux des années 90 et de BEPS, c'est finalement plus de concurrence fiscale sur les taux et moins sur la base. Donc on constate qu'il y a une tendance à la baisse des taux d'impôt sur les sociétés. Je dirais que les petits pays sont grosso modo entre 10 et 20%. L'Irlande ayant probablement fixé the floor, le seuil plancher, à 12,5%. Et les grands pays sont entre 20 et 30%. Et puis, ça a été aussi la conséquence de politiques libérales, au sens français du terme, conduites depuis les Reaganomics, qui consiste à dire si on veut plus d'investissement, il faut moins de fiscalité directe. Et ça a été globalement accepté par tout le monde. Donc je m'arrête parce que ma réponse est trop longue, mais je ne suis pas sûr que les États aient dit on fera moins de concurrence fiscale. Ils ont plutôt dit on veut mettre fin aux pratiques qui sont un peu anormales, qui sont dommageables, mais on accepte que s'il y a de la transparence, Stéphanie l'a dit, et s'il y a des régimes qui sont offerts à tous, la pression fiscale sur les entreprises va plutôt baisser, ce qui est plutôt pas trop mauvais pour les investissements, ce qui pose deux problèmes. Un problème de croissance des inégalités, car même si l'impôt sur les sociétés est économiquement partagé entre les actionnaires qui en prennent la plus grande part, mais aussi les employés et les consommateurs, on a quand même une taxation du capital qui a diminué à un moment où les inégalités s'accroissaient, donc c'est un problème. Et puis il y a un autre volet que la communauté internationale n'a pas traité, parce qu'il n'y a pas d'accord, c'est peut-être dommage, c'est la concurrence fiscale sur les personnes physiques. La Suisse est bien placée, avec des forfaits fiscaux offerts aux riches qui viennent s'installer en Suisse. Forfaits fiscaux que les cantons eux-mêmes commencent à contester via des votations populaires. Mais ce sujet des non-dom au Royaume-Uni, de l'Italie qui introduit un régime pour les financiers de manière à attirer des gens de la City, d'un certain nombre de pays comme Monaco qui ne taxent pas à l'impôt sur le revenu les étrangers, ce volet-là n'a pas été appréhendé, ce qui peut sembler paradoxal dans un monde où la lutte contre les inégalités semble être une priorité. Merci Pascal. Sur cette même question, est-ce que Sophie ou Art voulez vous exprimer? In response to that, I'm not sure I have a lot to add necessarily to what Pascal said. I think he's right. What governments are concerned with is harmful tax practices and not tax competition in and of itself. I mean, I think we've seen that there can be a number of beneficial impacts of tax competition in having more efficiently run governments and different things, but it is the harmful tax practices, and I think the work that's been set up and invigorated through the BEPS work has shown we're seeing significant results. If we look, just recently there were a number of concerns with patent boxes or IP regimes, and through the BEPS process I think we've seen a significant change in how IP regimes are structured around the world, and now restructuring all these regimes to be compliant with the Nexus approach, which was agreed in the context of the BEPS work. Thank you. Yeah, I think I have a slightly different opinion. And as Pascal said, it is in part a word game. I agree fully that the project of the OECD against harmful tax practices has been very important and very successful. But I think the denomination, because that ended preferential and ring-fenced regime that strictly attracted tax base, not activities necessarily, but taxable base. And I think that's definitely a harmful aspect, and it's good that that has been put to an end. But I don't think that the denominative of harmful should be restricted to tax competition through preferential and ring-fenced regime. I think
competition on tax rates is harmful for all governance as well. Because at the moment, we have stricter rules to align taxable base with activities, but still we are faced with this competition where companies say, okay, if you don't lower your tax rate, we're going to leave. So one country lowers the rate, then the other country says, but we want to attract you. They lower the rate, and it keeps decreasing and decreasing. And I think that's harmful, especially in light of what Pascal rightfully said, or at least where I agree to, in a time of rising inequality. Corporate taxation is a pre-tax on capital. It's important that it's maintained, and I think by constantly decreasing those rates, I think we are harming society. Jusqu'où va l'intégration? Si on prend un exemple concret, la France et l'Allemagne, on a vu des cas récents de certaines controverses sur les implantations d'entreprises très importantes. Est-ce qu'on arrivera au stade où il y a vraiment une concurrence fiscale presque nulle entre deux pays comme ça, estimant que sont devenus en réalité des frères fiscaux, ou est-ce que c'est une absurdité? Est-ce qu'il faut garder, même entre pays de l'Union européenne, si proches, si amis, etc., une forme de concurrence? Mais je ne suis pas sûr que vous aurez... Si, c'est bon. Sur quoi peut-il y avoir de la concurrence? Il peut y avoir de la concurrence sur les activités qui sont mobiles, ou sur les contribuables qui sont mobiles. C'est quoi? C'est les entreprises, et encore pas toutes les entreprises, parce qu'il y a une partie d'entreprises qui sont très ancrées sur le territoire, et c'est les contribuables personnes physiques qui sont très mobiles. Donc des cadres supérieurs de nature internationale. Donc la question peut se poser de l'harmonisation, c'est-à-dire du rapprochement des régimes fiscaux pour ce type d'activité. Parce qu'au-delà de ce type d'activité, pourquoi est-ce que les pays auraient la même façon d'imposer lorsqu'il n'y a pas de spillover, lorsqu'il n'y a pas de risque d'impact sur l'autre pays? Je pense que certains peuvent rêver, oh, il faudrait la même fiscalité, mais c'est un rêve un peu cauchemardesque. Parce que, une fois de plus, n'oublions pas les principes fondamentaux de la démocratie, le consentement à l'impôt. Et le consentement à l'impôt, il doit se faire dans un cadre légitime, et la légitimité aujourd'hui, elle est au niveau de l'État. C'est un modèle onusien, le modèle post-westphalien qui est indépassable. La légitimité, elle est au niveau de l'État. Elle n'est pas au-delà du niveau de l'État. Donc je ne vois pas pourquoi on imposerait au peuple des harmonisations qui ne correspondent pas à une réalité sociale et politique. En revanche, on peut se dire qu'il y aurait un optimum économique et aussi une préservation de la souveraineté réelle à faire en sorte que lorsque les activités sont très mobiles, on limite les risques de concurrence et ses effets néfastes tels que décrits par Hart, en ayant des règles communes. Alors, est-ce que c'est la France et l'Allemagne qui doivent, dans l'Union européenne, avoir des règles communes? Ça n'a pas de sens s'ils ne le font pas avec les Pays-Bas. Pays-Bas qui est un pays très compétitif, très concurrentiel. Et donc, il faut voir quel est le niveau pertinent. Le niveau pertinent dans l'Union européenne, c'est sans doute l'Union européenne elle-même. Et sur quel niveau? L'impôt sur les sociétés, ça pourrait avoir du sens. L'impôt sur les personnes physiques, entre le Danemark et le Royaume-Uni, même si c'est bientôt plus un État membre, mais l'Irlande, les modèles sociaux sont très différents. Et il n'y a aucune raison que l'harmonisation fiscale soit un moyen déguisé d'harmoniser les niveaux sociaux. Pas du tout. Donc la fiscalité doit financer des dépenses, et les dépenses dépendent d'un modèle social que les peuples doivent choisir. Donc la question est un peu plus compliquée que ça, et l'idée que la France et l'Allemagne seraient harmonisées sur toute leur fiscalité, je pense que c'est une idée en réalité absurde. Ça pourrait avoir un peu de sens si tous les autres pays membres de l'Union européenne se rapprochent. Ce qu'il faut, et j'arrête avec ça, entre les pays et au-delà de l'Union européenne, au niveau mondial, au niveau universel de l'ONU, c'est la coopération fiscale. Chaque État doit pouvoir garantir sa souveraineté, et il ne peut garantir sa souveraineté que s'il a des informations de la part des autres pays pour asseoir ses impôts. Et c'est cette coopération fiscale qui est sans précédent depuis une dizaine d'années et qui permet d'aller dans cette direction.
Merci, vous signalez la présence des jeunes. Je vous propose d'applaudir nos conférenciers. Il faut tenir le rire parce qu'il y a des avions à prendre. D'applaudir aussi les jeunes qui sont présents, ceux du Collège du Léman, du CEC André Chavannes, de l'European University. Merci beaucoup de votre présence et applaudissements pour nos 3 conférenciers. Merci et bravo. Merci beaucoup à nos conférenciers. Merci aussi beaucoup, Monsieur Rochebin. What would you say now if we do ask 2 great entrepreneurs about what do they really think about taxes? Our facilitator for this big question will be Mrs. Anjana Haynes, editor of International Tax Review based in London. Again this year, we discovered an extraordinary collaboration with International Tax Review, which published last September the story of Tax Co-op and of its founders, and which publicized Tax Co-op Conference in October. We sincerely thank them. International Tax Review is the leading service for tax professionals. ITR's portfolio includes website, monthly magazine, social media, and a host of supplements and guides, including the well-respected World Tax Guide. Ms. Haynes, it's your turn. Hi. So whether we're talking about local grocery stores or the likes of Facebook or Starbucks, each company began with an entrepreneur. Although tax may not be the first thought for startups, it still forms an important part of the puzzle in becoming successful. It's the innovation of entrepreneurs and their businesses that drive tax changes and vice versa. Google, Facebook, Uber, and Amazon are just some of the companies that have led to debate and disrupting how companies and the workers are taxed, as well as how they pay their taxes worldwide. International Tax Review covers all of these trends and topics and works closely with companies to highlight the developing themes and anticipate market and legal changes. As a driving force of the economy, business people must be involved in the tax debate. With that, I welcome Eric Razanari, a chartered accountant, founder and CEO of Malagasy company Guanamad. Eric's company specializes in the production of organic fertilizers based on bat droppings and is today the leader of organic fertilizer production in Madagascar and exports to international markets. As a pioneer in the field of organic farming, Guanamad aims to conduct its activities in an economically, socially, and ecologically responsible manner. Eric is also a fervent defender of economic patriotism. A committed businessman, he created the Association for a Greener World, a CSR initiative within his own company. Eric has also received several awards in recent years, recognizing his leadership and the innovative character of his company. So, Eric, would you like to tell us a bit about the economic situation in Madagascar and the way your business has developed? Bonjour à vous tous. Je voudrais juste ajouter peut-être, je ne sais pas si ça a été dit, mais je suis également le président du patronat malgache depuis 2 ans et demi maintenant. Et je vais un peu vous situer la situation économique à Madagascar, peut-être pour comprendre un peu mieux après pourquoi il y a des options fiscales sur lesquelles nous préconisons, nous les opérateurs privés. Madagascar aujourd'hui est un pays potentiellement très riche et j'ai toujours dit qu'il a été appauvri. Il a été appauvri par la corruption, par une politique politicienne qui a pris en otage le pays. Et effectivement, comme vous voyez les chiffres, Madagascar est riche en mines, Madagascar est riche en énergie renouvelable, Madagascar est riche également en agriculture. Vous avez 36 millions d'hectares cultivables aujourd'hui à Madagascar, vous avez moins de 10% qui est exploité. Il y a une très grande richesse. Et quand vous voyez les chiffres, malheureusement, de Madagascar, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique et les plus corrompus.
Donc après, on verra, parce qu'on va parler de cadre fiscal, donc je vais vous dire pourquoi, quelles sont les propositions du secteur privé de Madagascar par rapport à ça. Dernier point, quand vous voyez les chiffres également, les plus riches aujourd'hui d'Afrique, c'est sorti, je crois que c'était le top 25, les 25 premiers, vous avez 4 personnes qui viennent de Madagascar qui sont pratiquement les plus riches. Et alors qu'on s'aperçoit que 90% des Malgaches vivent en dessous de seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. Voilà un peu la situation actuelle à Madagascar pour vous donner une idée, mais on y croit à la croissance économique, c'est comme ça qu'on est présent, nous, le secteur privé ici. So your company probably pays more taxes than the rest of us, and especially the citizens of Madagascar. What do you think about taxation, and what emotions does that bring up for you? Personnellement, quand je parle moi, de termes d'impôts et taxes, je crois que c'est deux choses, c'est normalité et redevabilité. Quand vous créez de la richesse, je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut payer de l'impôt, on est redevable. Un pays comme Madagascar, si vous ne payez pas d'impôts, qui va payer des impôts à votre place? Vous avez à peu près 2 300 000 de secteurs informels à Madagascar, alors que vous avez 200 000 dans le secteur formel. Le secteur informel, aujourd'hui, représente 25% du PIB à Madagascar. Donc je crois qu'il faut payer. Je crois que c'est notre devoir. Quand on crée de la richesse, il faut payer, c'est normal. Je crois qu'on est redevable par rapport à la société, qu'il faut payer des impôts. Je parle encore de cela, du cadre fiscal à Madagascar par rapport au contexte à Madagascar. Il ne faut pas oublier, dernier point, excusez-moi, il ne faut pas oublier que quand on paye des taxes également, c'est pour améliorer également le bien-être social des Malgaches, c'est-à-dire l'éducation, la santé, ce qui est très très important. Et bien évidemment tout ce qui est infrastructure. So 20 years ago, the whole tax position was of little importance to presidents and CEOs of businesses. Today, with market globalization and with the critical look at some of the big companies in the world, what challenges are you facing in all of this? Alors, à Madagascar, c'est que, en termes de dispositions fiscales, peut-être je vais répondre, en termes de dispositions fiscales, vous avez des dispositions fiscales qui existent à Madagascar, ce qu'on appelle nous les zones franches, où vous avez des sociétés qui exportent plus de 90% de leur chiffre d'affaires, sont exonérées de taxes pendant 3 ans. Ensuite, c'est dégressif. Petit à petit, ils commencent à payer des taxes. Ils ne payent pas également de TVA. Vous avez d'autres dispositions également, des crédits d'impôt à la recherche qui existent. Mais le malaise, c'est, à Madagascar, c'est surtout un peu l'évasion fiscale, les optimisations fiscales. Je vous explique un peu pourquoi. On est dans l'océan Indien, on est près de... Donc l'océan Indien, c'est Maurice, La Réunion, Comores, les Seychelles. Et si vous n'avez pas d'harmonisation fiscale, en général, il y a une évasion fiscale. Je vais vous donner 2 exemples. Souvent, les grandes sociétés à Madagascar préfèrent finalement implanter leur société à l'extérieur. Souvent, ça sera l'île Maurice. Je m'excuse s'il y a des Mauriciens, mais je préfère le dire. Ils préfèrent installer leur structure à Maurice pour des raisons que, effectivement, en cas de distribution de dividendes, ils ne payent pas d'impôts. Et souvent, ils utilisent ce qu'on appelle, nous, les centrales d'achat. Les sociétés, je prends un exemple, ce sont les sociétés pétrolières à Madagascar qui achètent du carburant, par exemple, au Qatar. Ils le font livrer ici, ils le font livrer à Maurice et revendent très cher à Madagascar. Donc non seulement à Madagascar, ils bénéficient d'une réduction d'impôts puisque ce sont des charges complémentaires, et en même temps, ça leur permet également de dégager des bénéfices importants où ils distribuent ça à Maurice. Donc, et là, pour moi, j'appelle ça un peu de l'évasion fiscale. Donc, pour moi, c'est très important dans les pays, surtout des pays du tiers-monde en Afrique, c'est qu'il faut harmoniser la fiscalité pour éviter l'évasion fiscale. Après, si je parle également d'évasion fiscale, vous avez une évasion fiscale qui est très importante à Madagascar, due à la corruption, avec le blanchiment d'argent, etc. Donc c'est un point très très important à Madagascar, c'est que la fiscalité n'est pas contrôlée aujourd'hui. On fait un peu ce qu'on veut parce qu'il y a une très très grande corruption. We'll go back to corruption later, but you and companies similar to you offer thousands of jobs to employees. You have created wealth for yourself and for the economy.
Several experts say that the mission of a company is to fulfill its business mission and that taxes could be paid only by individuals. With all the experience you have, what do you think of a system where around the world companies would not have to pay any taxes? Alors si c'est pour les pays du tiers-monde, c'est impossible. Impossible. Dans les pays du tiers-monde, ce n'est pas possible, ce sont les particuliers qui payent les impôts. Quand vous savez qu'aujourd'hui, le SMIC pour Madagascar, je prends l'exemple Madagascar que je connais bien, vous payez le salaire de 70 dollars par mois. Comment voulez-vous aujourd'hui que ces particuliers puissent payer les impôts? Premièrement. Deuxièmement, je crois que c'est logique que, par exemple, la TVA, ce sont les particuliers qui le payent. Je crois que c'est dans toute institution, dans tout pays, on paye la TVA. Mais par contre, l'impôt sur les sociétés, ce sont aux entreprises. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'il y ait des rentrées, des recettes fiscales si je vous l'ai dit tout à l'heure que vous avez 90% qui vivent en-dessus de seuil de pauvreté, 2 300 000 d'unités de production de le secteur informel à Madagascar, et vous avez 200 000 entreprises formelles inscrites au registre du commerce. C'est impossible. C'est impossible puisque les 2 300 000 ne payent pas d'impôts. Les particuliers, 90% des particuliers, ils sont à 70 dollars par mois. Donc pour moi, c'est logique que ce soit les entreprises aujourd'hui qui doivent payer l'impôt société. Alors pour revenir un peu à la lutte contre le secteur informel, parce que c'est un point important sur lequel, à mon avis, il faut que tous les Africains, tous les pays d'Afrique se penchent, c'est qu'il faut mettre en place une politique d'incitative, une insertion de l'économie informelle vers le formel. C'est ça qui tue aujourd'hui les entreprises africaines, qui tue la compétitivité. On ne peut être pas compétitif, vous avez un secteur informel, c'est impossible. On ne peut pas être compétitif, vous avez la délinquance économique à cause de la corruption. Donc je crois que c'est un point sur lequel on doit nous travailler, les États africains, les pays africains, pour qu'on soit plus compétitif, pour créer une vraie croissance économique. So, in terms of tackling this corruption and the informal economy, what would you like to see in Madagascar and throughout Africa to change this, to help companies like yourself and startups? Alors, nous avons fait des propositions au gouvernement malgache, notamment politique d'incitation fiscale. On s'est dit que peut-être ce serait bien de mettre en place, ça existe dans les pays d'Europe, ailleurs, c'est que toutes les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération fiscale pendant une certaine durée. Nous avons fait cette proposition, malheureusement elle a été rejetée. Pourquoi? Parce que vous avez des bailleurs de fonds comme le FMI, la Banque mondiale, qui eux font une pression sur le gouvernement malgache en disant attention, les rentrées fiscales avant tout une priorité. Et nous on s'est dit que si vous avez 2 300 000 d'unités de production dans l'informel, si vous prenez 10% de ces gens-là aujourd'hui, ça fait 230 000, ça ferait pratiquement l'équivalent du secteur formel à Madagascar. Donc si vous calculez sur 3-4 ans, ces gens-là vont payer de l'impôt comme le secteur informel. Aujourd'hui, le taux d'imposition à Madagascar est de 20% en moyenne. Et alors que si on regarde le taux de pression fiscale, il est de 10%. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ne payent pas d'impôt à cause du secteur informel. Et le secteur formel paye les 20%, plus toutes les taxes parafiscales, plus les contrôles fiscaux. Donc nous, le secteur formel, on paye à la place du secteur informel. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça tue la compétitivité. Et c'est là-dessus que le gouvernement malgache doit s'appuyer. À mon avis, c'est très important de mettre en place cette politique d'incitation. Après, il y a d'autres propositions que nous avons faites. Ça, je ne voulais pas dire. Mais par exemple, le taux d'accès au crédit à Madagascar, il est très difficile. Le taux est à peu près de 2% par mois à Madagascar. C'est-à-dire qu'on est à 24% par an si on emprunte de l'argent, ce qui est énormément cher. Donc il y a la facilité d'accès au crédit, il y a également des taux préférentiels qu'il faut poser. On a énormément de propositions qu'on a avancées au gouvernement malgache et on espère que ça va être réalisé dans les années à venir parce qu'on ne peut pas vivre dans ce secteur informel. C'est vrai que plus vous avez de pauvreté, plus vous avez de la délinquance économique, plus vous avez de la corruption, etc. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est la croissance économique qui doit développer les pays. Et s'il y a une croissance économique, il y aura de la fiscalité, on va payer des impôts. So just one final question. How can entrepreneurs like yourself develop in a country or an economy like yours with all these issues going on, considering the tax matters in particular? Moi, personnellement, c'est vrai que vous avez vu à travers l'exemple, et j'ai de la chance parce que
Je produis de l'engrais organique à base de la fiente de chauve-souris. Beaucoup de gens m'appellent Batman, puisque je travaille avec les chauves-souris. Hein. Ça fait à peu près 10 ans. J'ai de la chance que 60% de mon chiffre d'affaires est exporté à l'extérieur. Et c'est vrai que je fais des marges élevées. Mais ce n'est pas toutes les entreprises à malgaches aujourd'hui qui le font. Mais quoi qu'il en soit, on doit donner l'exemple. On crée une richesse, il faut payer de l'impôt. On essaie de montrer l'exemple. Et on fait aussi énormément ce qu'on appelle de RSE, le CSR, Corporate Social Responsibility, où on participe pour des activités sociales, etc. Et on finance également les startups, les malgaches, on les aide également à réussir. Pour les startups, pour répondre un peu à votre question, le problème des startups, c'est qu'il y a deux problèmes, c'est l'accès au financement et c'est l'accompagnement. Voilà. Mais vous savez, plus vous avancez, plus vous montrez le bon exemple, une réussite. Je crois qu'il faut être leader d'opinion, il faut être faiseur d'opinion. Je pense que nous sommes des leaders d'opinion. Et donc, il faut qu'on donne l'exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Madagascar. Madagascar, c'est un pays à vocation agricole, à vocation industrielle, il y a un potentiel, et je pense qu'il ne faut pas laisser ce pays dans cette pauvreté. Thank you. Next, I would like to introduce Nick Hanover, who is joining us via video call, I hope. While they sort out the technology, I will just tell you a bit about Nick. He is one of the most successful entrepreneurs, investors, and managers in the Northwest of America. He is a co-founder and partner in Seattle-based venture capital firm Second Avenue Partners. In 2015, he also founded Civic Ventures, a small group of political troublemakers devoted to ideas, policies, and actions that catalyze significant social change. Nick has managed, founded, and financed over 30 companies, creating aggregate market values of tens of billions of dollars. Some notable companies include Amazon.com, Aquantive Inc., which was purchased by Microsoft in 2007, In Situ Group, which was purchased by Boeing, Market Leader, which was purchased by Trulia in 2013, and some other companies include Marchex, Newsvine, Q Alliance, Seattle Bank, and Pacific Coast Feather Company. Do we have Nick on the line now? I think taxes are the price we pay for civilization, for prosperity, for security, for stability, for human flourishing. And I feel very strongly that the largest institutions and the wealthiest people need to contribute back to society in proportion to their good fortune. And so, you know, I have always felt good about the taxes I pay and feel strongly and actually feel strongly that there's no alternative to wealthy people and big institutions paying their fair share. Globalization has led to, in many ways and in many dimensions, race to the bottom as companies and regions compete for enterprises to locate and for them to create prosperity and jobs in those locations. And often, there are examples, many examples, in which those places use tax policy to lure companies and individuals, and that's created downward pressure, I suppose, for everybody, and leads to a circumstance where again, I think the best way to put it is where you end up with a race to the bottom, basically a negative arms race, which is damaging to almost everybody in the long term. And corporate CEOs, global corporate CEOs
are under pressure, of course, to increase profits, and one of the most convenient ways of doing that is to avoid taxation. It's so much easier to avoid taxation than it is to build great products and services at high margins, which is the old-fashioned way of increasing profits. Now corporate CEOs use financial engineering and tax avoidance schemes, and it's sad and unfortunate, but that is the reality. Yeah, I mean, we do very straightforward tax planning, which is we don't engage in exotic tax avoidance schemes, and we take quite a straightforward approach to paying taxes. Where there are legitimate deductions, we take them, but we don't try to move income from one place to another, and we don't try to reclassify income in unconventional and dishonest ways. And we pay what we owe and move on. That's a hypothetical question for which I don't think there is a good answer. I certainly look, in order to thrive, human societies need investments, and those investments have to come from somewhere. Those investments could come only from individuals, or they can come from a mix, or they could come just from institutions, or they can, as they do now, mostly come from a mix of individuals and institutions. It's a common sense principle that if you're dependent upon a flow, flows of cash, you want that flow to be diversified, right, for stability. So you want to make sure that in good times and bad times, that flow of cash, which you need to make investments in whatever it is, education or roads or public safety or defense, doesn't go up and down. Institutions don't owe any tax, and only essentially workers or consumers pay, is I suppose theoretically possible, but it's not plausible. And of course you would have the same problem if you stopped taxing companies and only taxed individuals. Then you would have individuals scurrying around the world trying to avoid tax, right? Even more than you already have individuals scurrying around the world trying to avoid tax. The tax avoidance problem we have in the world is not a consequence of the fact that we tax institutions. It's the fact that those institutions are led by people who don't care enough about their own communities to pay taxes in them. That many of these institutions are led by the people we used to call cheaters, or people who want the benefits of a thing without paying, for that thing. So the companies who are scurrying around the world trying to avoid taxes are quite happy to employ the people that society took the trouble and spent the money on to educate, to make them good employees. And so I think it's irresponsible to try to run away from those obligations, and the people who do should be, we should prevent that in whatever ways it's possible to do that. I don't think that's possible. Look, self-interested people will always employ other people to further their self-interest, whether those people are individuals or the people who lead institutions. The idea that you will get the people who advise
powerful, wealthy people or institutions on tax to encourage them to pay tax is absurd and naive. Governments, democracies, people need to elect leaders who enforce tax regimes that are sensible and fair and reasonably place the burden on the wealthiest people and the biggest institutions. Only democracies can do that. And it's the responsibility of people individually to participate in the democracy and to make that happen. But the idea that you will make the world better by getting some small group of highly compensated people to do the right thing is absurd. There is no existence proof from human history that would indicate that that is possible. The only antidote, in the same way that the only antidote to stealing is policing, the only antidote to cheating, this kind of cheating, is for democratic societies to work assiduously to prevent it. And that is the role of the citizen. Okay, thank you. We will end the session there. So thank you both to Eric and Nick for their valuable insight.